Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station Urban avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour, la fraîche. Comment tu vas ce matin? Tranquille. Et le week-end? Ouais, un week-end tranquille. Ouais, tranquille. L'actualité internationale nous emmène où? On va en Ukraine, où des choses sont encore en train de bouger. Il faut savoir que depuis vendredi soir, la Russie a lancé une offensive. La Russie est maintenant à l'offensive, a repris la position d'offensive sur la région de Kharkiv. Il faut savoir que Kharkiv, c'est la deuxième plus grande ville d'Ukraine, après Kiev. Et donc, elle a lancé elle est à l'offensive. Elle revendique avoir pris 6 localités aux alentours de Kharkiv même, la ville, et près de la commune de Vovodskov. Alors, il faut savoir que cette offensive russe vise, selon certains experts, à déplacer la ligne de front pour l'emmener, si tu veux, au niveau de la frontière même de la région de Kharkiv et permettre ainsi de stabiliser ce front-là, de mieux le contrôler en prévision de l'été qui arrive, parce que nous sommes déjà au mois de mai. Et donc, on est en plein printemps. Et le printemps est souvent la période où les forces sur le terrain se préparent à attaquer en été, parce que l'été, c'est le soleil, le sol est plus pratique, il est dur et il est plus praticable. La température est plutôt bonne. Voilà, la température est bonne et les troupes peuvent facilement se déplacer sur le sol. Et donc, c'est en prévision justement de l'été qui arrive. Et comme ils savent que les Ukrainiens ont obtenu, évidemment, ont finalement obtenu l'aide de 61 milliards de dollars promis par les États-Unis, même si les armes ne vont pas arriver maintenant, mais quand même, Washington a décidé, en raison de l'évolution là, de la situation sur le terrain, de débloquer dans l'urgence une aide de 400 millions de dollars qui rentre dans le cadre de ces 61 milliards-là. Et donc, en achat d'armes et de munitions pour essayer de renforcer, si tu veux, les positions ukrainiennes, leur permettre de tenir. Il faut savoir que lors de l'offensive de l'été 2022, de l'été 2022, Kharkiv avait été abandonné par les troupes russes parce qu'il y avait eu une espèce de déferlante des forces ukrainiennes. Il ne faut pas oublier que les Russes avaient dû évacuer en 24 heures plus de 30 000 hommes, les sortir de la région de Kharkiv et aller les positionner de l'autre côté du fleuve Dniepr. Et donc, elles étaient sur cette position-là depuis quasiment 2 ans. Et donc, les forces russes ont eu le temps de se réorganiser, tant en termes de logistique qu'en termes d'hommes et en termes d'armement. Et donc, en prévision aussi, à la suite de l'échec aussi de la contre-offensive de l'été dernier, contre-offensive ukrainienne qui, selon les Occidentaux, allait permettre à l'Ukraine de reconquérir de vastes territoires, comme c'était le cas lors de la contre-offensive, la première contre-offensive de 2022, l'échec de cette contre-offensive de 2024 là de 2023 a montré évidemment que la Russie s'était vraiment préparée et donc au vu de ce gain là, elle a donc décidé, après le passage de l'hiver, de commencer par bombarder massivement les sites énergétiques de certaines principales villes d'Ukraine, donc Kharkiv et Kiev, notamment les centrales électriques et autres. Et donc maintenant, une fois qu'elle a bombardé ces positions-là, elle a décidé de concentrer ses forces en termes d'artillerie sur la zone de Kharkiv. Ça aussi, ça a pour objectif de faire quoi? C'est que comme la ligne de front elle est longue de près de 900 km, entre 900 et 1200 km, c'est d'obliger l'Ukraine, les forces ukrainiennes, à massivement se déplacer et aller combattre sur la zone de Kharkiv, laissant ainsi le champ libre aux troupes russes sur d'autres zones et leur permettre peut-être de traverser le Dniepr et essayer de les prendre un peu en étau ou essayer de désorganiser davantage les forces ukrainiennes avant que les premières armes, munitions, missiles et autres promises par les alliés occidentaux de l'Ukraine arrivent sur le front. Donc, comme on sait qu'entre le moment où les promesses sont faites, le temps qu'ils passent commande, qu'ils obtiennent ces armes-là, qu'ils les acheminent et qu'ils les mettent à disposition des Ukrainiens pour les transporter jusqu'à la zone du combat, ça prend des semaines, voire des mois. Et donc, les Russes prennent des initiatives donc, sur le plan offensif et donc vont déjà acculer les forces ukrainiennes sur le terrain pour les pousser à reculer et ainsi à être sur une zone beaucoup plus stable
en tout cas reconquérir la totalité de la région de Kharkiv et permettre ainsi de stabiliser le front en prévision d'une contre-offensive ukrainienne prochaine au-delà de la zone de Kharkiv, au-delà des frontières de Kharkiv. Donc c'est ça en fait l'objectif des Russes. Et donc ils ont lancé vendredi dernier une contre-attaque massive, d'abord en pilonnant avec l'artillerie, c'est ça le principe de l'armée russe. On pilonne avec l'artillerie, on pilonne avec l'aviation, on essaie de détruire toutes les zones stratégiques, les centrales électriques, les ponts, les routes, etc., pour essayer de casser la chaîne logistique et casser toutes les organisations défensives qui ont été mises en place par l'armée ukrainienne, et ensuite envoyer des troupes au sol qui vont, mètre par mètre, vraiment de manière méthodique, conquérir mètre carré par mètre carré, kilomètre carré par kilomètre carré, ces zones-là. Donc depuis vendredi, ils ont gagné en moyenne 5 kilomètres carrés et les forces russes ont revendiqué, comme je l'ai dit, la prise de 6 villages non loin de la ville de Kharkiv. Et donc c'est la preuve que véritablement les choses sont sur le front en train de bouger, et c'est la raison pour laquelle Volodymyr Zelensky, même s'il explique que les troupes ukrainiennes sont en train de se mobiliser et sont en train d'opposer une très forte résistance aux forces russes, mais cela ne veut pas dire que sans acheminement rapide de l'aide occidentale en termes d'armes et de munitions, il est clair que les forces ukrainiennes seront en difficulté, ne seront pas en capacité de tenir cette ligne de front-là bien longtemps. Elles ont déjà anticipé une éventuelle accentuation des combats dans la zone en favorisant l'évacuation de populations civiles. Entre 4 et 6 000 civils ont déjà été sortis de la zone de Kharkiv et aux alentours pour les déplacer vers d'autres zones moins atteintes, mieux sécurisées. Et derrière, évidemment, ils essaient de s'organiser. Mais il est clair qu'avec la force de frappe, surtout de l'artillerie et de l'aviation russe, avec les armes et les munitions en grande quantité, et surtout la mobilisation issue des deux conscriptions, où près de 300 000 hommes ont pu être mobilisés par les forces russes, la Russie est en pleine capacité, donc à tous les moyens de pouvoir l'emporter sur le terrain, parce qu'elle a les armes, elle a les hommes, ceux-ci ont déjà été entraînés, et ceux qui étaient sur le front dans la zone de Kharkiv ont déjà été remplacés par de nouveaux soldats, leur permettant ainsi de souffler un peu. Et donc tout ça fait que la Russie est véritablement confiante quant à l'avenir même l'avenir même de ces opérations, de l'atteinte de l'objectif de ces opérations-là. Et dans la foulée, on l'a aussi appris, Sergei Shoigu, qui était ministre de la Défense russe et proche de Vladimir Poutine depuis 2012, lui quitte ses fonctions justement au ministère de la Défense pour occuper le poste de secrétaire général du Conseil national de sécurité. Ce poste était... c'est une promotion ? Oui, c'est une promotion parce que le poste était occupé par un autre proche de Vladimir Poutine qui s'appelle Alexei Patrushev, mais lui, il a été limogé. Sergei Shoigu est remplacé étonnamment par un économiste de formation à la tête du ministère de la Défense. Il s'agit d'Andrei Belousov. Andrei Belousov aussi, qui est aussi très proche de Vladimir Poutine. C'est lui qui va désormais prendre la direction du ministère de la Défense. Alors on se demande si ce n'est plus en mettant un économiste à la tête du ministère de la Défense, il y a peut-être deux questions qu'on peut se poser. Est-ce que c'est seulement l'aspect purement militaire qui ne sera plus le seul aspect pris en compte dans les opérations de reconquête ou les futures opérations russes? Est-ce qu'il y a aussi l'aspect économique et financier qui est pris en compte? Dans quel volet? Est-ce que dans le volet en termes de dépenses, de charges publiques, ou bien en termes de mise en place de politiques qui pourraient permettre aux zones reconquises par la Russie immédiatement de connaître cette transformation économique pour favoriser justement l'implantation de la Russie. Donc,
toutes ces questions-là, évidemment, trouveront leur réponse dans les mois ou dans les années à venir. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en pleine contre-offensive, Vladimir Poutine est véritablement confiant puisqu'il arrive à remanier son gouvernement, à nommer un nouveau ministre de la Défense, tout en lançant sur le terrain des opérations d'envergure. Maintenant, il est clair que le temps joue en faveur de la Russie, mais les forces ukrainiennes n'ont toujours pas dit leur dernier mot, puisqu'elles sont galvanisées par l'aide de 500 millions d'euros qui a été promise et débloquée par la Commission européenne, et les 61 milliards d'euros promis et débloqués par le Congrès américain. Donc, elle sait qu'elle a maintenant des ressources des ressources quand même non négligeables pour continuer sa guerre. Reste la question de l'approvisionnement en armes et en munitions, et surtout la question de l'obtention de certaines armes tactiques, notamment les missiles longue portée. Il faut savoir que les Américains ont décidé d'envoyer encore des attaques MS à l'Ukraine, mais en moins grande quantité parce qu'il y a aussi le front du côté du Moyen-Orient, notamment à Gaza, pour lequel les Américains sont en première ligne en termes de fourniture d'armes et de missiles. Et puis, il y a de l'autre côté les Américains et les alliés européens qui essayent de mettre la pression à Olaf Scholz pour que celui-ci accepte de transférer les missiles longue portée de fabrication allemande qu'on appelle les Taurus vers l'Ukraine afin que celle-ci puisse frapper au-delà de l'Ukraine, même jusqu'en Crimée. Et donc, pour le moment, Olaf Scholz, lui, refuse évidemment de livrer ces missiles-là parce qu'il craint qu'il puisse être considéré par la Russie comme étant un co-belligérant, même si de fait l'Allemagne est co-belligérante puisque l'Allemagne avait livré des chars Léopard et autorisé la livraison de chars Léopard. L'Allemagne a livré des véhicules blindés, des véhicules blindés légers, des armes et des munitions. Donc, bref, mais pour le moment, elle bloque la livraison de missiles longue portée Taurus. La France, elle a franchi le pas avec le Royaume-Uni et les États-Unis. Ils ont envoyé des missiles longue portée. Mais pour le moment, même si ces missiles-là ont plus ou moins atteint quelques objectifs sur le terrain, notamment dans la région de Belgorod, où des sites énergétiques ont été détruits grâce à ces missiles-là, il n'en reste pas moins que globalement, la situation n'a toujours pas bougé en faveur des forces ukrainiennes et cette situation même est en train de se dégrader en dépit du fait que les Occidentaux ont réitéré leur soutien matériel et financier à l'Ukraine. Jean-Paul, qu'est-ce qui se passe en Tunisie? On a vu en France 24 comment une journaliste se faisait arrêter en plein direct. Oui, en Tunisie, il y a un durcissement du pouvoir de Kaïd Essebsi. Il faut savoir que la journaliste qui a été arrêtée, c'est une pourfendeur, c'est une avocate de formation, c'est une juriste de formation qui est ensuite devenue journaliste. C'est l'une des plus virulentes critiques de Kaïd Essebsi, le président tunisien. Celui-ci, depuis son arrivée au pouvoir, n'a cessé de durcir son régime. On l'a vu, avec d'abord un musellement politique, musellement des partis politiques, un musellement maintenant de la presse. Donc, tout ça concourt véritablement à un durcissement. On a même l'impression que la Tunisie est en train de prendre le sens inverse de la révolution qui avait permis le renversement du régime de Ben Ali. On s'achemine de plus en plus vers une espèce de retour à un régime autoritaire avec celui qui était justement l'un des pourfendeurs de ce type de gestion de la Tunisie, donc le président actuel Kaïd Essebsi. Celui-ci aussi, à un moment, a voulu se transformer en espèce de dirigeant populiste en rejetant l'ensemble des torts de la situation économique difficile que traverse la Tunisie sur les étrangers, sur les migrants, alors que la Tunisie tire énormément de profit de la situation des migrants, puisque grâce à cela, elle bénéficie de fonds européens pour l'aider à gérer justement la question du flux migratoire. Là. Donc, la question de l'immigration n'est pas, en réalité, est une manne financière dont tire profit la Tunisie aujourd'hui, et c'est aussi un excellent exutoire politique pour Kaïd Essebsi pour essayer de masquer ces difficultés à pouvoir trouver de réelles solutions, notamment vis-à-vis de la population tunisienne, notamment en matière d'emploi, parce que le chômage est endémique, notamment auprès des jeunes en Tunisie, en matière d'économie, en matière de santé, en matière d'éducation. Donc tout ça fait que, évidemment, étant donné qu'ils ne trouvent pas de solution pour les Tunisiens, il y a donc une montée des critiques à l'encontre de son régime, et donc il répond
par la manière la plus dure possible, en durcissant justement les règles, en durcissant, en réprimant toute forme de contestation, qu'elle soit pacifique ou autre, et en durcissant aussi, si tu veux, son positionnement politique. Mais on pensait au Tchad que le président Mahamat là, était en collaboration avec son premier ministre. Oui, c'est ce que les autres. C'est ce que les... Mais après, on a vu la vidéo où il se fait froisser et tout ça, le premier ministre, parce qu'il conteste les élections. Mais c'était prévisible. Succès Masra, moi je l'ai dit ici, dans le contexte dans lequel ces élections avaient été organisées, il était peu probable que Succès Masra puisse l'emporter, quels que soient les efforts qu'il devait déployer. Il a certainement pensé qu'en étant Premier ministre, il aurait suffisamment d'influence pour agir sur le processus électoral et garantir en quelque sorte sa victoire. Malheureusement pour lui, l'Agence nationale de gestion des élections, qui est l'ANGE, qui est l'organisme en charge de l'organisation et la diffusion des résultats de ces élections, eh ben, l'ANGE a été créé par les militaires et tous ceux qui sont à la tête de cet organisme ont été nommés par les militaires. La même chose pour la Cour constitutionnelle. Il a décidé de déposer un recours auprès de celle-ci, c'est bien, ça fait partie du jeu, des règles du jeu dictées par le code électoral tchadien, mais dans la même configuration que l'ANGE, le Conseil constitutionnel, ses membres ont été tous nommés par l'actuel comité militaire de transition. Donc, ce comité militaire de transition qui a choisi le général Mahamat Idriss Déby Itno comme candidat, je vois mal ce Conseil constitutionnel invalider les résultats de l'ANGE, qui a aussi été nommé par le même comité qui a choisi le général Mahamat Idriss Déby Itno pour être candidat à cette élection présidentielle. Donc, maintenant, la question qui se pose, c'est quelle sera la suite pour Succès Masra? Est-ce qu'il aura une capacité de mobilisation forte sur le terrain, avec tous les risques que cela va encourir? Parce qu'il est clair que maintenant que l'élection est terminée, une fois que le Conseil constitutionnel aura donné son verdict, et s'il est rendu en faveur du candidat déclaré vainqueur, il est clair que Mahamat Idriss Déby va durcir le ton, puisqu'il va estimer qu'il est maintenant le président élu, il est le président légitime des Tchadiens, donc il va faire jouer la force. Et donc, à partir de là, que va faire Succès Masra? Est-ce qu'il va entrer dans une opposition dure, frontale, peut-être sur le territoire, ou bien il va aller en exil? Ça, évidemment, seul l'avenir nous dira. Et comment vont se comporter les Tchadiens? Est-ce qu'il y a un risque d'insurrection? Est-ce qu'il y a un risque de soulèvement? Est-ce qu'avec tout ce qu'il peut y avoir comme conséquence, notamment en termes de vie humaine, de perte de vie humaine, de dégradation de biens et autres. Donc tout ça, évidemment, c'est quelque chose que l'on va scruter à la loupe. Mais il est clair que le Tchad, quand on regarde son passé, eh ben, il n'y a rien à attendre de ce système qui perdure, puisque c'est le même système laissé par le maréchal Idriss Déby Itno, et c'est ce système qui a choisi son fils, comme le système avait choisi en 2009 Ali Bongo pour succéder à Omar Bongo. Donc, de ce point de vue-là, quand on regarde, comparaison souvent n'est pas raison, mais on voit qu'il y a des traits de caractère, que ce soit au Gabon ou même au Togo. C'est la même chose. Au Togo, Faure Gnassingbé Yadema, qui a bien entendu promulgué une nouvelle constitution, mais c'est toujours le même système. Maintenant, même si on va voir maintenant dans la configuration actuelle quel poste le Faure Yadema va s'arroger. Est-ce qu'il va rester président, mais qui devient un poste honorifique? Je ne pense pas. Il serait plus probable qu'il dirige le Conseil des ministres, qui sera maintenant le centre de l'exécutif, puisque ce sera le Premier ministre qui aura justement pour tâche de gérer la nation. Et lui, il aura l'avantage de ne plus avoir de limitation de mandat en tant que Premier ministre. Donc, c'est certainement vers cette configuration-là que l'on va s'acheminer, puisque UNIR a remporté 108 des 113 sièges qui étaient mis en jeu lors de ces dernières élections législatives. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'actualité internationale. On va en musique et on se retrouve juste derrière. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.